Quand on pense au World Trade Center, on pense tout de suite au 11 septembre 2001. Mais la vérité, c'est que l'histoire tragique des tours a commencé bien avant. En 1993, une bombe explose en plein cœur de New York. Bilan, 6 morts, plus d'1 millier de blessés. C'est le tout premier attentat contre les tours jumelles. Une attaque que l'histoire a presque effacée, éclipsée par ce qui allait suivre. Alors revenons sur la manière dont tout ça a commencé. C'est vraiment la question qui est au cœur de cette histoire. Comment est-ce qu'un plan qui, au départ, est rempli d'erreurs, a quand même pu mener à une telle tragédie? C'est une histoire de raté, de quasi-réussite et surtout de la persistance absolument glaçante de l'homme qui a tout organisé. Tout commence là, en 1992, dans le tumulte d'un aéroport new-yorkais. C'est à ce moment précis que le complot pose pour la toute première fois le pied sur le sol américain. Alors voilà, on a deux hommes, Ramzi Youssef et Ahmed Hajjaj, qui débarquent avec des faux passeports et surtout du matériel pour fabriquer des bombes. Ils arrivent tout droit du Pakistan, mais disons que leur entrée aux États-Unis ne va pas vraiment se passer comme ils l'avaient imaginé. Et c'est là que tout bascule. Leur destin se sépare de manière spectaculaire. Un agent des douanes flaire l'arnaque avec le faux passeport suédois d'Hajjaj. Il fouille ses valises et, bingo, il tombe sur les manuels de fabrication de bombes. Il est arrêté sur le champ. Youssef, lui, il sent le vent tourner. Il est beaucoup plus malin. Il laisse tomber son propre faux passeport, il se fait passer pour un réfugié irakien, il demande l'asile politique et, c'est presque incroyable, mais les autorités le laissent passer. Le complice est en prison, mais le cerveau, lui, est libre. Et il est en plein cœur de l'Amérique. Bon, Youssef est maintenant seul à New York. Il n'a plus son complice et il n'a plus ses précieux manuels. Mais pas question d'abandonner. Il se met tout de suite à la recherche d'une nouvelle équipe et de tout ce dont il a besoin pour son plan. Et là, une erreur monumentale. Une erreur aux conséquences dramatiques est commise par les autorités. Un tribunal ordonne que les bagages d'Hajjaj lui soient rendus. Oui, vous avez bien entendu. Y compris les manuels pour fabriquer des bombes. Un simple acte de négligence administrative qui remet tout le plan de Youssef sur les rails. Il n'a plus qu'à envoyer quelqu'un pour récupérer tranquillement le paquet. La méthode de Youssef est redoutable. C'est un manipulateur né. Il trouve ses recrues dans une mosquée du New Jersey, des hommes qui partagent sa haine des États-Unis. Ensemble, ils louent un appartement et ils commencent le boulot hyper dangereux de construction de la bombe, en suivant pas à pas les instructions des manuels qu'ils viennent de récupérer. Pour se faire une idée de l'atmosphère, les vapeurs chimiques étaient tellement toxiques et corrosives que les murs se décoloraient et que le métal se mettait à rouiller. Le groupe portait des masques, bien sûr, mais de l'extérieur, personne, absolument personne ne se doutait de quoi que ce soit. On avance un peu dans le temps. On est le 26 février 1993. La bombe est prête. L'heure de l'attaque est arrivée. La cible, évidemment, n'a pas été choisie au hasard. Les tours jumelles, c'était le cœur battant de la finance mondiale, un symbole éclatant de la puissance américaine. C'est une véritable ville dans la ville, avec 50 000 personnes qui y travaillent tous les jours. C'est ce symbole qu'ils veulent détruire. Youssef et un complice conduisent leur camionnette bourrée d'explosifs dans les profondeurs du parking souterrain. Ils la gardent à un endroit très précis, calculé pour faire un maximum de dégâts. Ils allument la longue mèche, sautent dans une autre voiture et se fondent dans la circulation. Le compte à rebours est lancé. À l'intérieur des tours, c'est le chaos total. Pour des milliers de personnes, comme Janine Ali, le bureau se transforme en un piège mortel. Les lumières s'éteignent, les ascenseurs s'arrêtent net, et puis il y a cette épaisse fumée toxique qui envahit tout. La seule sortie, ce sont les escaliers de secours, mais ils sont plongés dans le noir le plus complet. Au point d'impact, c'est l'apocalypse. Tim Lang est littéralement soufflé par l'explosion. Quand il reprend connaissance, il est au milieu des décombres, sa voiture est en miettes et il a l'impression d'avoir la gorge en feu. C'est un véritable champ de bataille. Heureusement, 2 secouristes le trouvent et réussissent à le traîner dehors. Le bilan est tout de suite tragique. 6 personnes perdent la vie, dont une femme enceinte sur le point d'accoucher. 6 vies, simplement anéanties. Et puis, il y a plus d'1 millier de blessés, la plupart à cause de la fumée. L'explosion a creusé un cratère immense de 60 mètres de profondeur sur plusieurs étages. Pourtant, le plan initial des terroristes a échoué. Leur but, c'était de faire tomber la tour nord sur la tour sud. Mais les structures ont tenu bon. Pendant que New York est en état de choc, Youssef, lui, est déjà en route pour l'aéroport. Il quitte le pays le jour même de l'attentat, en laissant ses complices se débrouiller. La traque commence, et elle va basculer à cause d'une erreur presque ridicule. Pour les enquêteurs du FBI, la tâche semble impossible. La scène de crime, c'est un cratère géant rempli de tonnes et de tonnes de débris. Comment trouver quoi que ce soit là-dedans? Ça ressemble à chercher une aiguille dans une botte de foin. Et pourtant, au milieu de ce chaos, un expert en explosifs trouve un bout de métal tordu. C'est un morceau du châssis de la camionnette. Et dessus, à peine lisible, il y a le numéro d'identification du véhicule, le fameux NIV. C'est cet indice minuscule qui va faire s'effondrer tout le réseau.
Grâce à ce numéro, le FBI remonte jusqu'à une agence de location. Il découvre que la camionnette a été louée par un certain Mohamed Salameh. Et c'est là que l'histoire devient absurde. Quelques heures seulement après l'attentat, Salameh se pointe à l'agence pour réclamer sa caution de 400 $. Il prétend que sa camionnette a été volée. Le FBI n'en revient pas, il lui tend la piège et il est arrêté quand il revient à la charge pour récupérer son argent. L'arrestation de Salameh provoque la chute de toute la cellule locale, un par un. Mais l'homme le plus important, Ramzi Youssef, lui, court toujours. Une véritable chasse à l'homme internationale est lancée. Et Youssef ne chôme pas. Réfugié aux Philippines, il prépare un plan encore plus monstrueux, l'opération Bujinka. L'idée ? Faire exploser en même temps une douzaine d'avions américains au-dessus du Pacifique. Pour tester ses bombes, il en fait sauter une dans un cinéma, puis une autre à bord d'un vol vers le Japon, tuant un passager. Le complot est finalement déjoué par un coup du sort. Un incendie se déclare dans son appartement. Il s'enfuit encore une fois, mais sa chance a tourné. Un mois plus tard, trahi par un contact, il est enfin arrêté à Islamabad. Ramené aux États-Unis, Youssef est jugé. Il est condamné à la prison à vie, plus 240 ans. Ses complices écopent de peines similaires. Pour l'attentat de 1993, on peut dire que justice a été rendue. Mais l'histoire ne s'arrête pas vraiment là. En fait, l'attentat de 1993 n'était qu'un prologue. Pendant que Ramzi Youssef passe le reste de sa vie en prison, son oncle, un certain Khalid Sheikh Mohammed, prend la relève. Il est inspiré par le plan de son neveu et il va devenir le cerveau des attentats du 11 septembre 2001. L'attaque oubliée de 1993 n'était donc pas un échec, c'était une répétition. Le premier chapitre d'une histoire bien plus sombre dont le monde n'avait pas encore pris toute la mesure.